Titan submersible made that fatal dive to the Titanic, an employee of OceanGate. Titan was the only commercial submersible in the world. As the Titan made its descent. Titan submersible disaster in Stockton Rush's Titan submersible. Stockton Rush. Stockton Rush. Stockton Rush. millisecondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que le sous-marin Titan soit pulvérisé sous la pression des abysses. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce que représente un laps de temps aussi court? Une langue de caméléon met 20 millisecondes pour frapper sa proie. Un clignement d'œil dure entre 100 et 150 millisecondes. Même votre cerveau met plus de temps à interpréter un signal de douleur. En ce 50e de seconde, vous n'avez ni le temps de réagir, ni le temps de paniquer, ni le temps de comprendre que vous êtes mort. Juste le noir total. Dans cette vidéo, on va explorer la puissance brutale de la pression hydrostatique et surtout comprendre ce qui a mené à l'implosion inéluctable du Titan. Enfin, je tourne cette vidéo. Ça fait plus d'1 an que j'ai écrit ce script et que pour des raisons d'organisation, parce que je suis nul, je ne l'ai toujours pas sorti. Ah oui, comme j'ai eu la bonne idée de tourner en juin, je sais que j'ai basé le nom de la chaîne sur ça, mais on va faire un épisode 100 parce que sinon je vais mourir de chaud. On ne va pas trop rentrer dans les détails de quel compartiment sert à quoi, ce n'est pas le sujet. Je vais vous parler principalement de la structure extérieure et du fonctionnement d'un sous-marin. Déjà, pourquoi aller impérativement sous l'eau? Ça implique des contraintes énormes et des coûts exorbitants. Prenez l'accord France-Australie qui était évalué à peu près à 56 milliards d'euros pour des sous-marins non nucléaires. Le coût des matériaux, de la conception, des ingénieurs et l'entretien régulier est très élevé. En cas de problème, il est extrêmement difficile de localiser le sous-marin, comme l'a montré l'incident de l'OceanGate. Il y a des risques de défaillance technique, d'accident, d'explosion ou encore d'attaque. Alors pourquoi s'investir dans des sous-marins? Parce que ce sont des engins de guerre incroyables. Et au-delà des avantages militaires, on peut parler des bénéfices pour la recherche scientifique. Donc, un sous-marin est d'une grande utilité, même les narcotrafiquants ont les leurs. Et on va pouvoir aborder comment sont-ils conçus. Premièrement, la coque en forme de cigare ou sphérique a une composition plus ou moins différente en fonction du type de sous-marin utilisé. Alors déjà, on peut légitimement se demander pourquoi cette forme de cigare? Eh bien, il faut bien résister à la pression sous-marine qui est proportionnelle à la profondeur à laquelle on descend. Mais ce n'est pas du tout la forme la plus optimale. En fait, la forme sphérique est parfaite pour ça, car la répartition de la pression est plus uniforme pour une sphère que pour toute autre forme géométrique. Chaque point de la surface de la sphère subit la même pression extérieure. Sans rentrer dans les détails, c'est le principe des équations de Laplace qui décrivent le comportement d'une sphère sous pression. Si on ne connaît que la forme cylindrique d'un sous-marin, c'est parce qu'un sous-marin, c'est pas juste une boule qui permet d'aller sous l'eau. Il faut de l'équipement, des compartiments, des aménagements en fonction de la mission qu'il y a à effectuer. Essayez d'organiser tout ça dans une boule. Donc, privilégie la forme d'un cigare pour avoir un meilleur espace. Alors oui, c'est moins résistant à la pression, surtout dans la longueur, mais il existe des solutions pour pallier à ce problème. Il y a par exemple le renforcement par anneau, qui consiste en l'ajout d'anneaux au sein de la structure interne transversale ou parfois longitudinale du cylindre pour un meilleur renforcement. Après, pour pallier à ce problème, la solution la plus importante est l'utilisation de matériaux résistants et ductiles lors de la conception de la coque. En fait, c'est pas tant la pression qui est monstrueuse que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Ok, donc pour le choix des matériaux, pour descendre à des profondeurs où la pression broierait n'importe quel être vivant à la surface, il va falloir qu'il réponde à plein de critères. Une bonne résistance à la corrosion, un haut rapport résistance-poids, une certaine élasticité, une bonne absorption du son, le coût, la durabilité, ses propriétés de fabrication, sa durée de vie, et enfin une certaine résistance à la température élevée. Oui, un incendie, c'est pas impossible dans un sous-marin. Du coup, avec ces critères, on choisit quoi? Des aciers à haute résistance, des alliages d'aluminium ou de titane et des matériaux composites.
En fait, aucun matériau à lui seul ne coche toutes ces cases, donc il faut allier ces matériaux en fonction de leurs meilleures caractéristiques. Par exemple, le HI80-100 et 130, des aciers à haute résistance, sont utilisés pour leur résistance à la pression. Les alliages d'aluminium ont un meilleur rapport résistance-poids et sont peu chers, mais ils résistent peu à la corrosion. Les alliages de titane ont encore un meilleur rapport résistance-poids, mais ils sont 5 fois plus chers que l'aluminium. Et pour les matériaux composites, on utilise du plastique à renfort de verre qui a une bonne résistance à la compression et est moins cher que la fibre de carbone par exemple. Les sous-marins peuvent être également construits avec une coque externe et une coque interne. La coque interne est conçue pour supporter la pression de l'eau, tandis que la coque externe améliore l'hydrodynamisme et protège la coque interne des dommages mineurs. J'ai oublié de préciser, un sous-marin plonge dans l'eau par la poussée d'Archimède. Tout corps plongé subit au sein du liquide une poussée vers le haut qui est égale au poids du volume du liquide déplacé. Pour cela, on utilise des ballasts, des sortes de réservoirs que l'on remplit d'eau lorsque l'on souhaite descendre et que l'on remplit d'air lorsque l'on souhaite remonter. Bon, voilà dans les grandes lignes comment sont conçus les sous-marins. J'ai omis beaucoup de détails, mais tranquille, c'est pas un documentaire. Depuis tout à l'heure, je vous parle d'environnement hostile, mais à quel point les fonds marins sont un environnement hostile pour l'homme? Et si on abordait ça en partie 2? Dans l'éventualité où vous ne le savez pas, la pression est définie comme une force en newton appliquée sur une surface en mètres carrés. La pression se mesure en pascal, mais aussi en bar, qui représente 100 000 pascal, mais également en atmosphère, et vaut environ 1,01325 bar, mais aussi en milligrammes de mercure, qui vaut environ 133. C'est bon, j'arrête. Ce qui nous intéresse ici, c'est la pression en atmosphère, qui représente la pression atmosphérique terrestre au niveau de la mer. Et en général, on définit la pression hydrostatique des océans par cette unité, qui est proportionnelle à la profondeur à laquelle on descend. La pression augmente d'environ 1 atm tous les 10 mètres de profondeur. En prenant le cas extrême, dans la fosse des Mariannes, la pression équivaut à 1100 atmosphères. Même s'il existe déjà de très bonnes vidéos qui traitent du sujet, je vais vous expliquer brièvement quels seraient les effets sur un être humain si on l'emmenait directement dans la fosse des Mariannes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un corps humain ne serait pas broyé en 1000 morceaux avec la pression, car on est composé à 60% d'eau, et que l'eau est incompressible. Cela signifie que l'eau ne voit pas son volume modifié sous forte pression, elle retransmet la pression subie. En fait si, sous des pressions extrêmes, l'eau peut être compressée, mais c'est très négligeable. En soi, le corps ne serait pas déformé comme une vieille chaussette, mais c'est oublier que l'on a des cavités remplies d'air. À une telle profondeur, l'air contenu dans les poumons et les cavités corporelles serait compressé à un point où il ne pourrait plus maintenir sa forme, entraînant un effondrement instantané des poumons et d'autres cavités aériennes. Les structures solides du corps, comme les os, n'y résisteraient pas. Donc bon, si je ne vous ai pas convaincu de l'hostilité de l'endroit, dites-vous qu'en masse, ça représenterait plus de 10 000 tonnes d'eau en plein dans le museau. Va falloir être bien préparé si on veut se rendre là-bas. Et je vous vois venir. Ouais, mais il y a bien des animaux qui vivent dans les fonds marins. Oui, bah ces zouzous, ils ont évolué pour s'adapter à cet environnement, qui est pourri par ailleurs, hein, parce qu'en termes de nutriments, ils sont très limités là-dessous. Donc, le corps exerce une contre-pression vers l'extérieur, si je puis dire, et ça, même pour nous, parce que l'air, ça a une masse, mine de rien. Si on convertit la pression atmosphérique en masse, l'air exerce une pression d'1 kg par centimètre carré. Par ailleurs, c'est de là que vient l'idée que si on était exposé au vide de l'espace, on exploserait. Mais non, parce que la différence de pression entre la Terre et l'espace n'est pas démentielle. On gonflerait un peu, mais la structure même de notre corps reste résistante, donc on n'exploserait pas. Par contre, à la poiscaille qu'il y a là-dessous, bon, si on exclut l'erreur humaine, la majeure partie des accidents, par quel moyen un incident peut survenir dans un sous-marin? On en a pas mal à vrai dire. Voici une petite liste non exhaustive. Collision, rochers, épaves, d'autres sous-marins, défaillance mécanique ou électrique, les courants marins, ça peut vite endommager le sous-marin tant ils peuvent être très puissants et très peu prévisibles. Les problèmes internes, je l'ai déjà mentionné, incendie, explosion, défaillance des systèmes de navigation, et enfin un qui m'intéresse, la fatigue des matériaux. Aucun matériau n'échappe à la fatigue. C'est un endommagement de la structure du matériau sous différents effets. Vibration, changement de température, oxydation, forces appliquées, etc. C'est pour ça que les coûts d'entretien pour les monuments, les bâtiments, avions, navires, etc. sont toujours très élevés.
La fatigue d'un matériau survient lorsque ce dernier subit une contrainte unique ou répétée. Vous vous en doutez, la fatigue entraîne un endommagement du matériau qui passe en général par 3 étapes. L'amorçage, caractérisé par l'apparition d'une micro-fissure en surface du matériau, rendant sa détection très difficile sans équipement de laboratoire puissant. La propagation, par effet de répétition d'une contrainte, la micro-fissure prend une dimension plus importante. Et enfin, la rupture, qui se produit lorsque la distance de la fissure devient supérieure à la section restante du matériau. D'un point de vue atomique, l'amorçage de ces micro-fissures peuvent être associés à des dislocations. Avant de préciser ce que c'est, il faut savoir que les atomes d'un solide sont organisés dans une structure cristalline. Et chaque atome, ou groupe d'atomes, se répète périodiquement dans l'espace. Il faut voir la structure cristalline comme un cube où sur ses sommets je place un point qui représente un atome, mais également au centre du cube lui-même, ou bien des faces. Je fais court parce que c'est pas un cours de physique, mais voilà, vous avez l'idée. Eh bien, la dislocation, c'est une imperfection dans ce réseau cristallin. Elles peuvent être présentes au départ et peuvent servir de site d'initiation à des micro-fissures. Ou elles peuvent se former à force de répétition de contraintes, et les dislocations peuvent s'accumuler et interagir, formant des points de concentration de stress, où les micro-fissures peuvent s'initier. Dans le cas d'un sous-marin, celui-ci est plus soumis à des contraintes de compression. Dans un sous-marin, les cycles de plongée et de remontée exercent des contraintes répétées sur la coque. Même si ces contraintes sont inférieures à la résistance maximale du matériau, au niveau atomique, les dislocations et les défauts se développent et s'accumulent, menant finalement à la fatigue du matériau et à l'apparition de fissures. En fait, c'est comme prendre un trombone que l'on plie et déplie plusieurs fois, au bout d'un moment. Et avec la force exercée par la pression hydrostatique, imaginez 2 secondes ce que doit supporter un sous-marin. J'ai essayé d'être relativement court et concis pour cette partie car il est temps d'aborder le cœur du sujet. Si vous n'avez pas été dans une grotte en juin 2023, ça ne vous a pas échappé. Une expédition d'un submersible vers l'épave du Titanic a mal tourné. On dirait le titre d'un prank, sérieux. Bref, c'est le 18 juin 2023 qu'a lieu une expédition ayant pour but d'explorer l'épave du Titan, avec à son bord 4 passagers et un membre d'équipage, le PDG d'OceanGate en personne. Le sous-marin n'avait pas de système de repérage embarqué, donc il était accompagné d'un bateau, le Polar Prince, auquel le sous-marin transmettait sa position en temps réel. C'était par ailleurs sur ce bateau que Wendy Rush, la femme du PDG, qui supervisait la descente, a entendu un boom lors de la descente. C'est bien après 1h45 que le Polar Prince a perdu le contact avec le Titan. L'US Navy a détecté un son provenant de la zone d'opération du Titan qui pourrait être associé à une implosion. Ça n'a pas manqué, le 22 juin 2023 sont découverts à environ 500 mètres de l'épave du Titanic des débris du Titan avec des restes humains. J'ai bien dit des restes, pas des corps. Je vais vous expliquer pourquoi. De plus, en février dernier, la NOAA, qui est une agence américaine spécialisée dans l'étude des océans, a publié un enregistrement audio d'un son à 1448 km du site supposé, qui pourrait bien être dû à l'implosion du Titan. On l'a vu dans les précédentes parties, les fonds marins peuvent être un véritable champ de mine, sans mauvais jeu de mots, où la moindre erreur peut être fatale. On a également détaillé les conditions requises pour qu'un submersible atteigne de telles profondeurs tout en minimisant les risques. Alors 6 mois avec mon modeste Bac+2 et une semaine de recherche, j'ai pu découvrir la dangerosité extrême et la nécessité de prendre d'énormes précautions, ainsi que l'importance d'une équipe d'ingénieurs qualifiés pour se préparer à toute éventualité. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas vu venir? Bien sûr qu'ils l'ont vu venir. Stockton Rush, le PDG, a été mis en garde maintes et maintes fois. Je vous dresse une petite liste du nombre de red flags. L'utilisation de tuyaux de plomb rouillés en guise de lest. Le hublot n'était certifié que pour une profondeur de 1300 mètres. La coque, faite en fibre de carbone avec des extrémités en plaques de titane, sur le papier ça semble rassurant, hein, mais ce n'est absolument pas un matériau conventionnel ou testé pour une telle utilisation. Et pourquoi il a choisi ça? Coût moins cher de fabrication. Alors comment tu fais tenir tout ça? Eh bien, avec de la colle. Alors oui, une colle performante, certes, et oui, la pression aurait pu maintenir le tout bien plaqué, comme le hublot contre le dôme, mais la vie, c'est pas un tuto bricolage. Et avec les plongées répétées, les matériaux bougent, s'usent, se contractent, et pas toujours de façon uniforme. À force, ça coulisse, ça travaille, et un jour...
Encore un employé qui avait fait un rapport de sécurité qui identifiait de nombreux problèmes posant de graves problèmes de sécurité. Employé qui a d'ailleurs été viré pour violation des clauses de confidentialité, car le mec essayait simplement d'accéder au dossier interne pour rédiger un rapport sur la qualité et qu'on lui en a empêché. La Marine Technology Society, dans une lettre à l'entreprise, avait accusé de faire des déclarations fallacieuses sur la conception du submersible, allant au-delà des normes de sécurité établies du secteur. Et toujours ce bon vieux Stockton Rush qui a refusé les contrôles de tests non destructifs de la coque pour la pression pour son pot de yaourt de merde. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il refusait de payer la certification pour aller à 4000 mètres de profondeur. Allez, pour la manette Logitech, je vais rien dire. On va dire que c'était pour le confort d'utilisation. Et certains composants étaient montés à l'envers. Et je suis sûr que je peux encore fouiller pour trouver d'autres trucs. Je vais être vulgaire, mais c'est vraiment une mentalité de s***. Et on parle bien d'un ingénieur en aérospatial, diplômé de l'université de Princeton, qui, en 2022, était classé 6e meilleure école mondiale. Je vais résumer la situation avec ce qu'a dit un des consultants pour l'entreprise. Ce n'est pas à 4000 mètres de profondeur, au milieu de l'Atlantique, que l'on peut faire des économies. On n'est pas sûr à 100% de ce qui s'est passé là-dessous. Comme le sous-marin n'avait pas de boîte noire, on peut faire que des suppositions. Par exemple, on n'est pas sûr pour les 20 millisecondes d'explosion. Mais au vu des données techniques du sous-marin et de l'enregistrement de l'implosion, il n'y a pas vraiment de doute sur ça. J'ai même trouvé une source qui estime le temps à 2 millisecondes. Et là où c'est un peu effrayant, c'est qu'en retrouvant les débris, ils ont pu constater que la coque a pété. Donc ça ne serait pas venu du hublot, qui, je rappelle, n'était qu'homologué pour 1300 mètres de profondeur. Néanmoins, ce dernier était en forme de cône et il n'était pas vraiment fixé. Il était placé sur le dôme avant et c'est la pression hydrostatique qui le maintenait bien plaqué contre le dôme. Mais ils n'ont pas retrouvé le hublot fixé au dôme. Pourtant, le dôme était toujours en état quand on l'a retrouvé. Donc, il se pourrait que lors de l'implosion, tout soit passé par l'avant. Tous. Puis, en octobre 2024, une nouvelle opération de récupération a permis de repêcher des fragments supplémentaires du sous-marin Titan, dont une partie du cône arrière, ainsi que des restes humains présumés. Ces éléments ont été transférés aux États-Unis pour une analyse. L'examen des débris a révélé des anomalies dans la coque en fibre de carbone, notamment des délaminations et des défauts de fabrication suggérant une faiblesse structurelle majeure. Autre chose, j'ai trouvé une source qui explique qu'en tombant en panne moteur, le Titan aurait plongé en piqué dans les profondeurs, donc ils auraient tous basculé vers avant. C'est horrible, même si on sait qu'ils n'ont pas vraiment souffert de leur mort. Si ça s'est passé comme ça à ce moment-là, l'angoisse a dû vite les envahir et ils ont dû comprendre très vite qu'ils allaient passer de vie à trépas. Bref, la fin de cet épisode n'est pas franchement joyeuse, mais j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la tradition. Ici, on n'est pas là pour débattre de savoir si c'était bien fait pour eux et si chacun des membres aurait dû réfléchir à 2 fois avant de monter dans ce cercueil à la manette Logitech. L'océan est vraiment un lieu qui fascine autant qu'il l'effraie. Depuis tout temps, les hommes cherchent à naviguer dans cet environnement impropre à la vie humaine, pour y faire des découvertes qui nous donneraient des frissons. Et depuis un siècle, on est capable de s'affranchir des contraintes de mère nature et d'explorer chaque parcelle des fonds océaniques. Mais ce serait vite oublié que l'on sait certes y naviguer, mais nous y sommes pas les bienvenus. Le moindre faux pas vous fera broyer par des millions de kilogrammes d'eau. Qu'ils reposent tous en paix, même si je considère Stockton Rush comme un meurtrier, car il savait qu'il se confrontait à d'énormes problèmes avec son submersible. Mais comme des inventeurs ayant subi les conséquences de leur négligence, comme Max Valier, Franz Reichelt ou encore Otto Lilienthal, peut-être qu'il était véritablement animé d'un esprit d'aventurier, avec de bonnes intentions. Mais vous savez ce qu'on dit ? L'enfer est pavé de bonnes intentions, et leur enfer à eux se trouve à 3800 mètres de profondeur, sous le niveau de la mer.